Très bien, les jeunes. Aujourd'hui, on va, on va passer, bien sûr, à la deuxième partie de notre cours de statique des fluides. Dans la première partie, on a obtenu l'équation de l'hydrostatique, la fameuse équation de l'hydrostatique qui vous donne la répartition de pression. Dans la logique de MDF, on l'a dit déjà, on commence par la vitesse, ensuite par les contraintes telles que la pression, ensuite la force. Dans la statique, nous n'avons pas de vitesse. On a fait déjà la pression. Aujourd'hui, on va voir la force de pression qui est appelée la force hydrostatique. C'est la force appliquée par un fluide incompressible en statique sur une surface immergée dans ce liquide. Dans cette partie, on va spécifier trois choses. La première chose, c'est l'amplitude de la force. On va justement quantifier cette force. Elle est égale à combien, cette force hydrostatique? Deuxième point, c'est la direction de la force de pression. Là, directement, on le sait, c'est-à-dire on a la force de pression qui agit toujours, c'est une contrainte normale la pression, elle agit toujours perpendiculairement à la surface, quelle que soit l'orientation de votre surface. Elle est toujours normale. Et en troisième partie, nous allons voir la position du point d'application de cette force hydrostatique qu'on appelle le centre de pression ou bien le centre de poussée. La position, c'est-à-dire la ligne d'action. C'est quelque part une coordonnée du point d'application de cette force. Pour ce faire, nous allons considérer deux cas. Le premier cas, c'est une surface plane, d'accord? Une surface plane. Et dans le deuxième cas, une surface courbe, comme ça. Et nous allons commencer avec une surface plane qui est immergée. Nous allons répondre à la première question, l'amplitude de cette force. Pour cela, on va prendre le cas général. Le cas général, vous avez votre surface plane qui est inclinée, comme ça. D'accord? Deuxième point, elle est complètement immergée dans l'eau. D'accord? Elle est inclinée d'un angle θ, comme ça, pour voir justement l'influence de l'inclinaison. Et troisième point, nous allons voir aussi le cas général où vous avez la pression atmosphérique qui s'applique de part et d'autre de votre plaque. Là, nous avons une force de pression comme ça, et vers le haut, bien sûr, dans sa partie supérieure, elle est aussi soumise à la force de pression et la force de pression atmosphérique et la force de pression de la hauteur de fluide. La hauteur de fluide. C'est-à-dire, si je reviens à ma plaque comme ça, nous avons une force F1 qui est due à la force, à la pression atmosphérique s'appliquant vers le bas. Et vers le haut, nous avons une force qui est due à la pression atmosphérique et à la pression de l'eau. Et comme résultante, F1 moins F2, je vais éliminer l'effet de la pression atmosphérique de part et d'autre. Il me reste uniquement l'effet de la hauteur de fluide rongé H. Donc, si je prends par exemple, voilà ma plaque, d'accord, en gris, elle est inclinée dans l'angle θ, d'accord, très bien. Si je vais prendre ce point, cette surface élémentaire en rouge, de surface DA, là vous avez la vue rabattue de cette surface, c'est-à-dire votre surface elle est comme ça. Si vous rabattez la surface, vous voyez directement votre surface. C'est une surface plane qui peut être bien sûr un rectangle, un carré, un triangle, un cercle, demi-cercle, une forme patatoïde comme ça. L'essentiel, c'est une surface plane. D'accord? Donc, l'élément de surface qui est là, l'élément de surface DA, il est soumis à une force hydrostatique DF. Donc, DF, c'est quoi?
c'est la pression fois dA. Et la pression, c'est ρg H. Parce qu'on a éliminé la pression atmosphérique de part et d'autre. Donc, c'est ρg H dA. Très bien. H, c'est quoi le H? C'est la profondeur de votre élément. Lorsqu'on parle de profondeur, c'est-à-dire c'est la distance verticale de votre point par rapport à la surface libre. Par rapport à la surface libre, free surface. Je vais exprimer justement le H qui est là, la profondeur, en fonction de la coordonnée Y de votre élément. La coordonnée Y, c'est cette coordonnée. Donc l'axe Y, c'est l'axe qui est là. Il démarre de la surface libre, attention, l'axe, il démarre, tous les axes démarrent de la surface libre, le point O, vous avez l'axe Y qui longe la paroi. Il va longer la paroi, voilà, c'est dans la figure rabattue, voilà l'axe Y qui longe la paroi. Donc Y, c'est la coordonnée de votre surface. Je peux exprimer H en fonction de Y, par un sinus. Donc H, la profondeur, Y sinus θ. Donc, je vais remplacer. Donc, c'est ρg H, H c'est Y sinus θ. Donc, FR c'est l'intégrale. On fait sortir toutes les constantes. Et il me reste cette intégrale simple de premier ordre, intégrale de Y dA, qu'on appelle le moment statique, ou bien le moment de premier ordre de votre surface, autour de l'axe X. L'axe X, il est perpendiculaire à la page. À votre page. C'est-à-dire, si je peux le montrer par mon doigt, l'axe X, il est comme ça, et votre surface, elle est là. Donc, c'est le moment de votre surface par rapport à l'axe X. On peut le voir sur la vue rabattue, voilà, le X. D'accord? Donc, l'intégrale de Y dA, on le connaît, c'est l'intégrale de premier ordre, le moment de premier ordre, le moment statique qui vous donne la coordonnée de votre centre de gravité, le barycentre. On l'a déjà vu. Donc, YDA égale YG, c'est la coordonnée de votre centre de gravité. En anglais, on l'appelle centroïde. Voilà, le centroïde, centre de gravité, il est là. C'est le centre de gravité de votre plaque. Et YG, c'est sa coordonnée par rapport à l'axe Y. Voilà, YG. Dans certains livres, on l'appelle aussi YC, pour dire centroïde. Voilà, YG ou bien YC. C'est la coordonnée suivant l'axe Y de votre centre de gravité. Donc, je remplace directement, voilà votre centre de gravité, je remplace directement et je reviens justement, j'ai utilisé le Y, j'ai obtenu le YG, je vais revenir à HG. YG, voilà, la coordonnée de centre de gravité, et HG, c'est la profondeur de centre de gravité. Donc, je reviens à HG en utilisant bien sûr le sinus. On sait que le sinus θ égale YG. YG sinus θ, c'est HG. Et j'obtiens la première équation qui est une réponse à ma première question. D'accord? C'est, j'ai quantifié la force résultante hydrostatique, bien sûr, qui s'applique sur une paroi, une plaque immergée plane. C'est une surface plane. Donc, FR, c'est quoi? C'est ρ, la masse volumique de l'eau, du liquide. G, 9,81 ou bien 10. HG, c'est quoi? HG, voilà, c'est la profondeur du centre de gravité, le centre de gravité, le C, le centroïde, la profondeur du centre de gravité, bien sûr, profondeur par rapport à la surface libre, de votre plaque immergée. Donc, c'est la profondeur de la partie immergée, parce que dans le cas général, on peut avoir une surface qui n'est pas complètement immergée. Donc, je travaille uniquement avec la partie immergée, qui est sous l'eau. Et A aussi, A, c'est la surface de la partie immergée. Donc, ça, c'est première réponse à la première question. La valeur de votre force résultante égale à ρg Hg fois A. C'est très simple comme équation. On passe maintenant à la deuxième question. C'est la ligne d'action de votre force hydrostatique résultante. C'est-à-dire la coordonnée
sa coordonnée, la coordonnée de votre centre de pression ou bien centre de poussée. Là, vous avez la force résultante, c'est normal. Là, vous avez des forces élémentaires et on sait que la force résultante, elle est quelque part en bas. Je vous rappelle, dans le cours précédent, d'accord, dans ce cours de statique, on a vu que la force de pression et la pression, elle augmente en allant vers le bas. D'accord? Donc, si vous avez cette répartition triangulaire de votre force de pression en rouge, on est sûr que la force résultante, elle est quelque part en bas, à un tiers de bas. Elle est quelque part ici. D'accord? Donc, pour ce cas, je reviens à mon cours. La force résultante, elle est en bas, quelque part ici, à un tiers de votre plaque. D'accord? Et la force résultante, elle s'applique dans ce point qu'on appelle le CP, centre de pression ou bien centre de poussée. Nous, on cherche la coordonnée, la ligne d'action, c'est-à-dire la coordonnée en allant de point O vers le point d'application de votre force. Coordonnée Y' ou bien YR, ça dépend les livres. Y résultante ou bien Y', ça dépend. Donc, on cherche cette coordonnée Y'. Je vais appliquer la loi. Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Le moment de la force résultante autour d'un axe qui passe par la surface libre, c'est-à-dire autour de cet axe X qui est perpendiculaire à la page. Je reviens à ma figure. Voilà, mon doigt, c'est l'axe X. Donc, le moment de cette force résultante, c'est quoi? C'est FR fois cette distance. Cette distance, c'est Y'. Donc, FR fois Y', c'est quoi? C'est le moment des forces élémentaires. Donc, le moment de la force résultante égale la somme des moments élémentaires. Et les forces élémentaires, c'est DF, donc c'est PDA, et Y, c'est la distance. Voilà, Y, PDA. Je remplace, aussi je vais remplacer le H ici par Y sinus θ, et je remplace FR, je l'ai déjà obtenu, c'est ρg HG fois A, Y', je le cherche, voilà, Y', j'obtiens cette équation. Dans cette équation, qu'est-ce que vous remarquez? C'est l'équation qui vous donne Y', c'est-à-dire la ligne d'action. Voilà, Y', la ligne d'action de la force résultante. L'intégrale de Y carré dA, c'est ce qu'on appelle le moment quadratique, d'ordre 2, parce qu'il y a un 2 ici. Appelé aussi dans certains livres le moment d'inertie. C'est le moment d'inertie par rapport à votre axe X qui passe par le point O, c'est-à-dire c'est le moment d'inertie de cette surface par rapport à l'axe X. On l'appelle aussi le IX ou bien le IXX. D'accord? Physiquement, ce moment d'inertie, le moment d'inertie, j'ouvre une parenthèse, le moment d'inertie, le terme inertie ici, c'est une appellation seulement, parce que l'inertie en général, on le trouve dans les corps avec des masses. Vous l'avez vu en physique, c'est M carré, donc c'est la masse. Là, on parle, c'est une appellation parce que c'est pratiquement c'est les mêmes équations. C'est pour ça qu'on a appelé moment d'inertie. Moi, personnellement, je préfère le moment quadratique. D'accord? Donc, le moment d'inertie ou bien le moment quadratique, il exprime la résistance, physiquement, il exprime la résistance de votre paroi à la rotation qui est induite par l'effort hydrostatique. D'accord? On va le voir dans le cours de résistance des matériaux et aussi dans le cours de mécanique rationnelle. Donc, je remplace cette intégrale double par le moment d'inertie Ix par rapport à cet axe. Mais remarquez bien, dans la plupart des cas, on veut toujours travailler avec l'axe, un axe qui passe par le centre de gravité. Voilà votre centre de gravité. Au lieu de calculer le moment d'inertie par rapport à cet axe X, on va utiliser un autre axe X qui passe par le centre de gravité. Je vais l'appeler le moment ICG. Le moment de cette surface par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité. Et vous avez deux axes parallèles. Vous avez l'axe X et l'axe XCG. Et le passage entre les deux axes se fait par, on le connaît par l'équation d'Higgs, appelée aussi équation des axes parallèles, transformation des axes parallèles, ou bien équation de Steiner. D'accord? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que le moment par rapport à X égale le moment par rapport à un axe qui passe par le centre de gravité
fois A, la surface, fois la distance au carré entre le centre de gravité, voilà, et l'autre axe. Donc, cette distance, c'est YG. Voilà, YG carré. Donc, la combinaison des deux, elle me permet d'avoir justement Y'. Y', c'est la ligne d'action de votre force qui est égale à YG, la coordonnée de centre de gravité, plus quelque chose, plus cet incrément qui est là. Et cet incrément, il est très simple. On le trouve, le ICG, le moment qui passe par le centre de gravité, on le trouve dans les livres et les données dans les livres pour les différentes formes géométriques simples. Cercle, rectangle, triangle, et ainsi de suite. Et A, vous l'avez, YG directement, il est donné. Vous calculez directement, vous obtenez votre Y'. Et remarquez que cette distance entre les deux, cette distance qui est là, cet incrément entre Y', YG, c'est-à-dire Y' et YG, donc cette distance entre les deux, elle varie. Remarquez bien. Voilà votre centre de gravité, il est au centre. Le centre de poussée, il est là. Cette distance entre les deux, elle varie, si je me permets de faire comme ça, centre de gravité, centre de poussée, d'accord? Cette distance, elle varie au fur et à mesure que l'angle diminue. C'est-à-dire, cette distance entre les deux points se rapprochent au fur et à mesure que l'angle θ tend vers 0. Et les deux points se confondent lorsque l'angle θ, la plaque, elle est horizontale. Là, vous avez le centre de poussée qui est confondu avec le centre de gravité. Donc, ce terme, il est très important. Pour nous, le plus important, c'est que pour une surface plane, nous avons deux équations. Une équation, la première équation, elle vous donne l'amplitude de votre force, ρg hg fois A, et la deuxième, elle vous donne la ligne d'action, c'est-à-dire la coordonnée, attention, la coordonnée par rapport à un point situé sur la surface libre. La coordonnée de votre centre de poussée ou bien centre de pression qui est le point d'application de la force hydrostatique résultante.